C'est possible de couper le micro de tout le monde, comme ça je suis. Encore une fois, bonjour à tous. Nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui. Alors, parce qu'il est le quart d'heure académique a largement été dépassé. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, moi j'arrive à voir de mon côté. Parfait. On va donc commencer. Alors, à quel moment on parle de démarrage d'un projet? Donc, je rappelle que nous sommes en train d'avancer suivant le standard PMBOK du PMI Institute. Alors, le démarrage du projet prend effet à partir de ce qu'on appelle la décision du go-no-go. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise, un travail préliminaire a été fait, ce que nous appelons traditionnellement le travail du cycle de naissance du projet, qui avait abouti sur une estimation qui peut être sommaire, tout comme ça peut être détaillé, mais une estimation sommaire au niveau de l'entreprise ou de l'entrepreneur a été menée et le constat c'est que le projet peut apporter des bénéfices à l'organisation. À partir de ce moment, on décide de démarrer le projet. Alors, dans le cadre du PMI avec le référentiel PMBOK, la première activité qui est menée quand on décide de démarrer le projet, c'est l'élaboration de la charte de projet. Donc, comme je l'ai dit lors de la dernière séance, la charte de projet, c'est le premier document qui caractérise le projet et qui donne au chef de projet l'autorité nécessaire pour pouvoir engager les ressources, planifier les activités, déployer les activités, suivre jusqu'à produire le livrable attendu. Donc, je commence par rappeler le cadre. Et ce cadre ici, je vais rappeler ça à chaque séance. Donc, je rappelle que par rapport au PMBOK dans sa version 6, nous avons 49 processus qu'il faut déployer. Bon, ça ne veut pas dire forcément que chaque processus est déployé de manière robotique et tout ça, mais on vous garantit au moins que si vous déployez les 49 processus que voici, vous allez conduire et mener à succès la mise en œuvre de votre projet. Et les 49 processus sont repartis selon les domaines de connaissances et les groupes de processus. Nous avions dit qu'il y avait 10 domaines de connaissances et on avait même utilisé une méthode mnémotechnique, on avait parlé d'Icare qui voulait aller au soleil et qui s'est brûlé les ailes parce qu'il avait fabriqué des ailes en cire. Et donc les 10 domaines de connaissances, on avait dit qu'il y avait le management du périmètre du projet qui permet de
maîtriser, donc d'élaborer, de maîtriser le contenu à déployer du projet. On avait dit que c'est là-bas qu'on retrouve tout ce qui est cahier de charge, tout ce qui est structure de découpage du projet, tout ce qui est spécification technique du projet et tout le reste. Donc, une description claire du livrable qui nous permet à tous d'être d'accord sur ce qu'on attend voir à la fin et comment ça se présente. Ça, c'est ce qu'on appelle le périmètre du projet. On peut également l'appeler le contenu du projet et en anglais, on parle du scope. Donc, quand vous êtes dans un environnement anglophone, on vous dit voilà, the scope of work pour le projet. Donc, comprenez que c'est le périmètre de travail du projet. Donc, le périmètre de contenu et de travail du projet. Le deuxième domaine de connaissance, donc vous suivez avec moi ici, je laisse d'abord l'intégration que je mets toujours à la fin. Donc, j'ai commencé avec le domaine de connaissance du périmètre qui est là. C'est écrit 2 à côté. Le troisième domaine de connaissance, c'est le management de l'échéancier du projet. Donc, c'est là-bas qu'on retrouve le calendrier du projet. Voilà, comment est-ce que les grands jalons, hein, à quel moment on va livrer les sous-parties du projet jusqu'à la fin du projet. Et là, généralement, on utilise le format traditionnel du Gantt chart. Ensuite, vous avez le domaine de connaissance des coûts, donc le management des coûts du projet. Donc là, c'est là comment on suit étape par étape la gestion des coûts du projet, de la planification à l'exécution et à la maîtrise, à l'évaluation des coûts qui sont mis en place. Le Project Management Institute favorise une méthode qu'on appelle la méthode de la valeur acquise. Et donc, dans l'évolution des différents cours qui vont venir, vous aurez l'opportunité de voir comment on utilise la méthode de la valeur acquise avec les 8 indicateurs phares pour vous permettre de maîtriser la gestion des coûts de votre projet. Ensuite, vous avez le management de la qualité. Donc, le management de la qualité veille à ce que les spécifications qui ont été retenues pour le projet, ça veut dire les exigences. Donc, vous allez voir que le périmètre du projet est construit en fonction des exigences qui ont été émises. Donc, vous avez des exigences qui sont d'ordre technique. Vous avez aussi des exigences qui sont d'ordre financier. Vous avez des exigences qui sont d'ordre organisationnel. En tout cas, toutes les exigences qui décrivent le livrable que vous allez produire à la fin, ces exigences-là vont être retenues dans un plan de gestion des bénéfices qui va donner naissance à une démarche de maîtrise de la qualité. Et donc, livrer la qualité, c'est répondre aux exigences qui ont été validées par les parties prenantes clés. Et nous avons dit la dernière fois, ne pas livrer les exigences attendues, c'est de la sous-qualité. Ça caractérise un échec au niveau du projet. Aller aussi au-delà des exigences du client sans interagir avec lui et sans vérifier tout ce que cela peut induire comme conséquence, c'est de la surqualité. Donc là aussi, c'est mauvais. Donc la qualité, c'est la qualité. Ce n'est ni la sous-qualité, ni la surqualité. Si vous êtes en mesure d'offrir plus à votre client, discutez-en avec lui. Assurez-vous d'abord que ces exigences-là entrent dans sa volonté, dans sa vision, avant de pouvoir continuer. Nous avons ensuite le plan de management des ressources. Donc, vous avez des êtres humains, vous avez des équipements que vous devez gérer et des infrastructures. Comment procéder à l'allocation des ressources? Comment procéder à l'identification des ressources? Comment procéder à la maîtrise des ressources? Ça, c'est le management des ressources que vous voyez ici au numéro 6.
Ensuite, au numéro 7, vous avez le management de la communication. Je vous ai dit qu'un chef de projet passe plus de 60% de son temps à communiquer parce que son activité principale, c'est la coordination. Et qui dit coordination dit interaction humaine et qui dit interaction humaine dit communication. Ensuite, vous avez le plan de management des risques. Nous avons dit que les risques sont des facteurs qui ne dépendent pas de vous. Ce n'est pas sous votre contrôle et ça peut affecter votre capacité à atteindre votre objectif. Donc, par exemple, pour ce projet de construction de 1000 résidences, vous avez les intempéries qui sont des paramètres qui ne dépendent pas de vous. Ce n'est pas vous qui contrôlez la pluie ou la saison sèche ou encore la grêle parce qu'on est en République démocratique du Congo. Si vous êtes au Japon, il y a aussi les tremblements de terre. Si vous êtes au Canada, il y a aussi la neige. Ça, c'est un exemple de facteur que vous ne contrôlez pas. Et donc, un bon gestionnaire du projet met en place une stratégie de gestion de ces facteurs qu'il ne maîtrise pas. Et donc, il va d'abord mettre en place un travail d'analyse et d'identification des risques auxquels peut être soumis son projet. Et il va anticiper comment faire en sorte que ces risques-là ne puissent pas impacter négativement la réalisation de mon projet, que ce soit en termes de délai, en termes de qualité livrée, en termes de coûts, ainsi de suite. Ensuite, vous avez le management d'approvisionnement. On a dit les approvisionnements. Au-dessus, on a dit que vous avez besoin des ressources. Vous les avez identifiées. Vous avez mis en place une mécanique, une planification. Comment est-ce que ces ressources vont être exploitées tout au long du projet? Mais, comment les acquérir? Ça, c'est une autre question. C'est là où le management d'intégration, d'approvisionnement du projet intervient. Donc, comment obtenir, acquérir les ressources dont vous avez besoin? Ça va même jusqu'aux ressources humaines. Et c'est ici que vous allez avoir tout ce qui est contrat avec des parties tierces. C'est ici que vous allez avoir tout ce qui est dynamique de recrutement d'acteurs au sein de l'organisation. Donc, toutes les contractualisations entre vous, l'entrepreneur ou l'entité de la maîtrise d'ouvrage et les différents acteurs qui interviennent dans le cadre de ce projet. Ensuite, vous avez le management des parties prenantes. Le management des parties prenantes, nous avons dit qu'il y a plusieurs acteurs qui vont intervenir. C'est des entités qui, chacune, viennent avec ses attentes. Et donc, à partir du moment où ces entités sont capables d'affecter votre capacité à réaliser votre projet, vous devez pouvoir les gérer. Donc, en tant que chef de projet, par exemple, si c'est un projet d'infrastructure comme ce projet-ci, bah, vous devez obtenir des autorisations avec l'État congolais. Et donc, l'État congolais ici devient une partie prenante. Et comme c'est un grand projet, ce n'est pas seulement une petite parcelle que vous allez construire, c'est vraiment une concession. Et donc, vous allez aussi devoir interagir avec la communauté. Vous allez interagir avec les autorités locales. Et si jamais cet argent, comme c'est un grand projet, vous travaillez avec l'argent de la banque aussi est un partenaire dans le cadre de ce projet. Vous allez donc devoir interagir avec la banque et ainsi de suite. Donc voilà les 10 domaines, donc les 9 domaines. Et le 10e domaine, c'est l'intégration. Comment vous mettez en musique tout ce qu'il y a autour de l'activité pour pouvoir obtenir le livrable attendu. Ici, on aime présenter le chef de projet comme étant un chef d'orchestre qui travaille avec différentes équipes qui produisent différentes intonations, mais c'est le mélange harmonieux de ces différentes gammes qui vous donne un résultat parfait. Donc voilà de ce côté pour les 10 domaines de connaissances. Et les 10 domaines de connaissances, je vais les rappeler à chaque séance parce que c'est vraiment fondamental et j'espère que ça va rester progressivement. Ensuite, il y a les 10 groupes de processus. Les 5 groupes de processus. Donc, à la base, les 5 groupes de processus représentent les 5 grands moments de la gestion de projet. Donc, il y a le moment de démarrage que nous allons aborder aujourd'hui, qui est là.
qui est constitué uniquement de 2 processus. Élaborer la charte du projet, identifier les parties prenantes clés. Donc vous voyez de manière verticale, c'est là les groupes de processus de démarrage. Ensuite, vous avez les groupes de processus de planification, ensuite le groupe de processus d'exécution, ensuite le groupe de processus de suivi et monitoring, suivi et contrôle, et enfin, groupe de processus de clôture. Maintenant, les 3 groupes de processus, planification, exécution, suivi et contrôle, en réalité, bien que la planification commence avant les 2, mais dès que la planification a commencé, automatiquement les 2, c'est-à-dire exécution, suivi et contrôle, le suivent. Et donc, les 3 moments se passent de manière simultanée et non pas de manière séquentielle. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on va attendre de finir toute la planification et ensuite on commence à exécuter de manière à ce que quand on exécute, on ne peut plus replanifier. Non, on peut faire une première planification. Quand on commence l'exécution, on se rend compte qu'il y a des aménagements nouveaux à faire dans le planning. On apporte ces aménagements nouveaux et ainsi de suite. Et pendant qu'on exécute le projet, on met en place un mécanisme de suivi et contrôle. Donc, on récolte les données d'évaluation de performance, les informations de correction associées, ainsi de suite. Donc, voilà la grande matrice de la gestion des projets suivant le modèle du PMBOK dans sa version 6. Donc, il y a 2 versions du PMBOK, il y a la version 6 et la version 7. La version 6, c'est la version technique. C'est la grande matrice que je viens de vous présenter, où on vous cite les 49 processus et on vous donne les détails de comment déployer chaque processus. Quels sont les éléments d'entrée, les éléments de sortie, les outils et les techniques associées. Et ici, comme je l'ai dit, nous sommes dans le sujet du démarrage. Donc, vous allez voir que nous allons aborder les 2 processus, élaborer la charte du projet et identifier les parties prenantes clés du projet. Maintenant, la deuxième version du PMBOK, en fait, l'autre version, pour ne pas dire la deuxième version, c'est la version 7. Alors, la version 7, elle, par contre, elle est focus non pas sur les aspects techniques et opérationnels, mais la version 7 est focus sur les principes et les compétences associées. Donc, vous verrez ici, je vous ai fait un tableau où on divise d'abord les 3 grands aspects, on va dire les 3 grands aspects piliers suivant le modèle du PMBOK dans sa version 7. Dans sa version 7, le PMBOK vous dit vous devez gérer des personnes, des êtres humains, notamment les membres de l'équipe projet, les parties prenantes, les parties tierces, ainsi de suite. Et il vous dit vous devez déployer des processus, notamment les 49 processus dont je vous ai parlé, mais dans le format maintenant de la version 6. Et il vous dit vous devez tenir compte des aspects business. Et donc, dans la version 7, au lieu de parler des 49 processus, on va parler plutôt des 35 tâches qui sont là. Et on a réparti ces tâches suivant les piliers. Donc, pour le pilier être humain, on vous parle des tâches comme la gestion de conflits. Donc, le chef de projet sera appelé à gérer les conflits, à diriger l'équipe projet, à soutenir la performance de l'équipe projet, à émanciper les membres de l'équipe projet ainsi que les parties prenantes, à s'assurer que les membres et les parties prenantes sont formés, sont outillés dans le cadre de leur participation à la mise en œuvre du projet, à construire une équipe, c'est une tâche dévolue au chef de projet, c'est lui qui va construire l'équipe projet avec laquelle il va travailler, et ainsi de suite. Donc vous verrez sur le dia l'ensemble des 35 tâches.
Donc, maintenant que vous avez une idée sur les deux versions, donc la version 6, on parle des 49 processus. Les 49 processus sont regroupés d'une part par domaine de connaissance et d'autre part par groupe de processus, les grands moments. Ensuite, nous venons dans la version 6 où on nous parle des principes de la gestion de projet. Et donc, je vais revenir sur les 12 principes de la gestion et les 8 domaines de performance. Attaquons maintenant de manière proprement dite la première étape qui est l'élaboration de la charte de projet. Voici comment se présente le schéma du processus élaborer la charte de projet. Donc, comme je vous ai dit, un schéma, un processus a toujours des éléments d'entrée, des éléments de sortie, ainsi que des outils techniques. Donc, tout part des éléments d'entrée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin, pourquoi on a créé ce processus, pourquoi on est en train de le déployer. Donc, je vous ai dit, la finalité fondamentale de ce processus réside dans son nom. Élaborer la fiche des définitions, élaborer la charte de projet. Alors, élaborer la charte de projet, l'élément de sortie, c'est la charte de projet, ainsi que le journal des hypothèses. Ensuite, les éléments d'entrée, c'est-à-dire pour pouvoir élaborer cette charte, pour pouvoir concevoir et établir le journal des hypothèses, parce que rappelez-vous, on avait dit la dernière fois que les hypothèses sont les fondamentaux sur lesquels nous nous sommes mis d'accord pour conclure que c'est possible de lancer le projet. Ça peut être des hypothèses qui disent, voilà, l'étude du sol montre que c'est bon de lancer le projet là-bas. Ça peut être des hypothèses qui disent, oui, le financement est disponible, ainsi de suite. De manière à ce que lorsque les hypothèses changent, cela peut impacter le projet. Et donc, si on s'est mis d'accord sur certaines hypothèses, il ne faut pas que le chef de projet puisse venir faire des réclamations alors que le contexte n'a pas changé. Par contre, si on s'était mis d'accord sur certaines hypothèses, on avait par exemple utilisé la météo pour dire que durant tout un mois, il ne va pas pleuvoir. C'est une hypothèse qui a été retenue sur base d'une analyse météorologique. Mais on se retrouve, bon, changement climatique, même si c'est vraiment ça, changement climatique, on se retrouve, il a plu pendant une semaine. Et donc, quand le chef de projet vient expliquer à la maîtrise d'ouvrage et aux autres parties intéressées un retard de 2-3 jours, voire une semaine qui est induit, il peut appeler le journal des hypothèses pour dire que le calendrier, le schedule, l'échéancier que je vous avais donné, c'était sous hypothèse que pendant les 30 jours, il n'allait pas pleuvoir ou que pendant les 30 jours, il n'allait pas y avoir de guerre en RDC dans la partie où nous sommes en train de construire cette cité-là. Alors, je suis déconnecté. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, bon, voici. Il y a encore de l'espace. Giga 59. La connexion est là. J'essaie de trouver le lien.
c'est pas qu'il y a un problème de la connexion au niveau de l'équipe technique, on dirait. Est-ce que je suis reconnecté? Ceux qui dirigent l'équipe technique peuvent nous faire signe s'il y a un problème, non? Alors, me revoici, effectivement, nous avons été déconnectés. Alors, je vais essayer de repartager le lien. Alors, est-ce que nous sommes de retour? Oui, oui. Parfait. Vous arrivez à voir mon écran? Moi, je vois parfaitement. En tout cas, jusque-là, non. Ok. Non. Oui, l'écran est visible de mon côté. D'accord. Étant donné qu'il y a déjà un ou deux pour lesquels l'écran est visible, donc j'imagine que pour les autres aussi, ça va s'actualiser automatiquement. Donc j'étais en train d'expliquer le processus, élaborer la fiche de définition du projet. Donc je vous avais parlé des éléments de sortie de ce processus. C'est la charte du projet et le journal des hypothèses. La charte de projet, c'est le document qui donne ce qu'on appelle les informations de haut niveau sur le projet. Et le journal des hypothèses, c'est le document qui enregistre les hypothèses sous lesquelles le projet est faisable. Alors nous allons regarder de manière plus approfondie quelles sont les informations qu'on devrait retrouver dans une charte de projet. Alors, bien sûr, la première des choses, c'est l'objet du projet. Ensuite, les objectifs mesurables du projet, ainsi que les critères de succès correspondants. Donc, on a dit que les objectifs dans un projet doivent être SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, inscrit dans le temps. Et donc, la charte de projet doit clairement dire voici les objectifs du projet et c'est quand on verra tel élément de résultat qu'on pourra conclure qu'il y a eu succès. Et c'est très important parce que à la fin, le chef de projet, quand on l'évalue de manière sommaire et globale, on l'évalue par rapport aux critères de succès, aux critères de réussite qui ont été mentionnés au niveau de la charte de projet. Parce que la charte de projet, au fait, c'est le contrat de base du chef de projet. Bien sûr, d'autres aspects spécifiques vont s'étendre par la suite, mais au moins, dans la charte de projet, qui est un document de haut niveau, les critères de réussite sont mentionnés et sur base de ça, le chef de projet peut être jugé. Sans oublier que c'est ces documents-là qui génèrent la compétence du chef de projet. Donc avant, bon, on va dire plutôt la qualité du chef de projet. Ici, compétence comme étant pouvoir et autorité et non pas comme savoir-faire ou skills. Alors, je rappelle qu'avant l'existence de la charte de projet, le chef de projet n'existe pas. C'est juste un chef de projet sur la bouche. Hein, on vous dit que c'est vous qui allez diriger ce projet et tout ça, mais vous n'êtes pas formellement établi, vous ne recevez pas le pouvoir nécessaire pour le faire. C'est au moment où la charte de projet est signée. Sur la charte de projet, on mentionne les informations importantes, notamment les ressources
ou les types de ressources qui seront allouées à ce projet, le pouvoir du chef de projet. Est-ce que c'est un chef de projet full power ou est-ce que c'est un chef de projet en format de support très faible? C'est un peu, qu'on va dire, comme le chef de l'État, c'est quand il prête serment et qu'il acquiert sa qualité complète du président de la République avec les pouvoirs qui lui permettent d'engager la République ainsi que ses ressources. Et c'est ça le rôle de la charte de projet. Malheureusement, dans beaucoup d'organisations et même beaucoup de particuliers, quand ils déploient des projets, il n'y a pas de charte de projet. Donc, ce qui rend totalement informel toute implication, ce qui fait que le chef de projet, qui a même été désigné devant les gens, peut être à tout moment chamboulé, mis de côté, on peut le mettre sans dessus-dessous, parce qu'il n'y a pas un cadre formel qui l'établit. Alors, le troisième élément qu'on doit voir ici, ce sont les exigences de haut niveau du projet. Ensuite, quatrième élément, c'est la description du projet, c'est-à-dire de manière sommaire, hein, les grands livrables du projet. Et ça, c'est des informations qui seront par la suite détaillées dans le plan de management du périmètre, disons dans la structure de découpage ou le périmètre du projet lui-même. Alors, 5, on doit avoir les risques. Donc là aussi, on va avoir les risques sur le plan global. Ensuite, de manière détaillée, un registre des risques sera défini et les risques seront évalués, les risques seront hiérarchisés et les risques devront être maîtrisés à travers un plan de management des risques et des actions de maîtrise associées. Ensuite, vous devez présenter les jalons, ça veut dire là aussi c'est l'échéancier, mais de manière sommaire. Donc je répète, la charte de projet est un document de haut niveau. Les informations qui y sont présentées, ce sont des informations sommaires. Les détails suivront au niveau de l'échéancier lui-même, détaillé, ainsi que des annexes du plan de management de l'échéancier. Même chose pour les ressources. Au niveau des ressources, parfois, on vous donne juste le budget global qui a été approuvé au niveau du sponsor, tandis que les détails maintenant des affectations de chaque franc, de chaque dollar, vont suivre dans le document budget qui est associé au plan de management des coûts du projet. Ensuite, vous avez les parties prenantes clés, les parties prenantes principales. Ensuite, vous avez les exigences d'acceptation du projet. Donc, rappelez-vous, nous avons dit il faut que les critères de succès soient définis. Quand on verra ça, on dira voilà. Ensuite, les exigences d'acceptation, ça vous permet par la suite d'élaborer ce qu'on a appelé la fiche d'acceptance qui met les parties d'accord. Rappelez-vous, je vous ai donné l'exemple de 2 projets où on a failli nous contraindre à des choses compliquées. L'un des projets, on voulait suspendre nos paiements et dans un autre projet, le client voulait nous faire un travail supplémentaire sous prétexte que ce qu'on avait livré n'était pas suffisant. Donc nous l'avons ramené à la charte du projet, nous l'avons ramené aux fiches d'acceptance qui ont été validées, nous l'avons ramené au terme de référence et à la fin, le client a été obligé d'accepter d'abord que nous avons livré le travail qui a été demandé. C'est par la suite, il avait voulu que nous puissions faire un peu plus et donc nous avons facturé le un peu plus et le client a payé. Donc si dès le départ nous n'avions pas formalisé les exigences d'acceptation du projet, le client aurait pu nous coincer et nous faire un travail supplémentaire gratuitement.
parce que le client était en position de force. Ensuite, les critères de sortie du projet. Donc, c'est-à-dire quels sont les éléments à vérifier avant de clôturer le projet. C'est un peu, voilà, à la fin, on a une checklist par rapport à ça. Ensuite, le point 11, le chef de projet désigné, sa responsabilité et son niveau d'autorité, c'est très important. Parce que vous verrez par la suite, quand on va avancer dans la structure organisationnelle d'un projet, vous verrez que les projets peuvent être de format traditionnel où le chef de projet n'a pratiquement pas de pouvoir. Il est un simple coordonnateur entre les différents acteurs qui viennent de plusieurs départements, mais dans ces départements-là, ces acteurs ont leur directeur et ce qui fait que l'autorité du chef est faible. Par contre, on peut être dans une structure matricielle où les autorités sont partagées. On peut être dans une structure matricielle forte ou une structure sortie où vraiment le chef de projet est tout puissant. Quand il vous réquisitionne parce que vous avez été affecté au projet, même votre directeur des départements ne sait plus vous mettre sous sa coupe. Et enfin, le 12, c'est le niveau d'autorité du sponsor du projet. Le sponsor du projet, c'est la personne qui a demandé l'existence de ce projet et qui a signé les autorisations nécessaires. Le sponsor peut être le maître d'ouvrage. Le sponsor, dans le cadre d'une organisation, peut être le directeur général. Le sponsor peut être un directeur départemental. Le directeur marketing peut initier un projet dans le cadre du département marketing. Le directeur infrastructure peut initier un projet de construction dans le cadre et ainsi de suite. Donc voilà les informations minimum que doivent contenir les chartes de projet. On a dit qu'on allait appliquer cela à un exemple concret. C'est l'exemple du projet de 1000 résidences à construire. Donc, voici un exemple de charte de projet très synthétique. On n'a pas besoin que ça soit détaillé. Non, c'est vraiment un exemple très synthétique. Ensuite, on peut alimenter et détailler, mais une charte de projet d'une ou 2 pages ou 3 pages, c'est passable, c'est acceptable. Alors ici, nom du projet, construction du complexe immobilier de 1000 résidences. Donc, vous pouvez trouver des noms plus vendeurs. Ici, c'est parce que c'est dans le cadre d'un exercice qu'on a abordé cela comme ça. Donc, je vois ici depuis 5 ou 6 ans à Kinshasa, il y a plein de projets immobiliers. Hein. J'ai vu un panneau récemment où on parlait de projets cités de l'océan. On a eu des cités du fleuve, des cités de la mer, maintenant des cités de l'océan ou cités du désert, je ne sais pas. Mais un projet peut avoir un nom marketing, un nom évocateur. Ensuite, le commanditaire. Alors, le commanditaire de ce projet, c'est M. Jean Moukendi, qui est directeur des projets immobiliers au sein d'une grande entreprise. Je ne vais pas citer le nom, mais c'est une entreprise, un grand groupe d'ailleurs qui se déploie dans plusieurs secteurs et c'est lui le sponsor. Ça veut dire que il a les compétences, il a le pouvoir dans le cadre de son département d'initier un projet de construction. Pour vous donner un exemple, je vais aller dans le cadre par exemple d'une société privée. Imaginez que au niveau de la SNEL, on veut construire une cité qu'on va vendre à crédit aux agents. Et il y a un grand département ou une direction là-bas qui s'appelle par exemple direction des approvisionnements, des infrastructures et de la gestion du patrimoine immobilier. C'est le directeur de ce département-là qui, après avoir soumis le projet au comité de gestion, la direction générale et tout le monde a validé le projet et donc la décision du go-no-go a été prise.
le directeur Jean Mukendi décide maintenant dans son département de lancer le projet parce qu'il a obtenu les fonds nécessaires pour ça. Il va désigner un chef de projet et le travail va pouvoir continuer. Les parties prenantes clés, on vous a dit de manière traditionnelle, la première partie prenante clé dans tout projet, c'est le client ou bénéficiaire. Donc on l'appelle tantôt client, tantôt bénéficiaire. En général, on l'appelle client quand il s'agit d'un projet générateur de revenus et qu'il va payer pour l'avoir. Par exemple, là, les résidences, comme c'est des résidences qui seront données à crédit aux employés, on va couper l'argent dans leur salaire. C'est un projet où on va les appeler des clients. Hein? En interne, on va dire, bon, les souscripteurs et tout ça, mais dans un langage formel de gestion de projet, étant donné qu'ils payent de l'argent, on va les appeler clients. Par contre, si c'était un projet gratuit où la SNEL allait donner juste ses maisons à ces agents qui sont identifiés, sans que ceux-ci ne payent, on les aurait appelés des bénéficiaires. Alors, dans le cadre de ce projet, les autorités locales, donc rappelez-vous, quand vous allez prendre un site là-bas à Maluku, il y a d'abord les chefs coutumiers, les autorités du quartier, ensuite les autorités de la commune, et ainsi de suite. Donc les autorités locales, là on est à Kinshasa, si on est en province, ça va remonter jusqu'au responsable du territoire. Après le responsable du territoire, ça va remonter à la province. Il y a des taxes et des autorisations à obtenir chacun à son niveau. Ensuite, il y a les investisseurs. Donc ici, dans ce projet, derrière en réalité, là, on a pris l'exemple de la Régie des eaux ou de la SNEL. La Régie des eaux, la SNEL, va travailler en partenariat avec une banque. Elle ne va pas décaisser l'argent de ses comptes parce que cette société n'a pas vocation à construire des maisons. Non, la vocation de la SNEL, c'est d'offrir l'électricité aux usagers, à la population, et ainsi de suite. Donc sa vocation n'est pas de construire des maisons pour ses employés. Donc voilà pourquoi, dès le départ, dans son budget, quand la SNEL vote son budget interne, on ne vote pas un budget pour construire les maisons aux employés. Par contre, la SNEL va travailler avec un partenaire. Ça peut être une société immobilière qui est spécialisée dans la construction. Et cette société immobilière qui est spécialisée dans la construction, c'est elle qui va produire les plans, réaliser les travaux. Et donc, vous allez consulter un cabinet d'architectes et d'ingénieurs. Alors, il y a plusieurs noms qu'on utilise derrière. Parfois, on parle de bureau d'études, cabinet, mais vous allez contacter une structure, un entrepreneur qui, au sein de sa structure, travaille avec plusieurs spécialités pour pouvoir vous livrer ce travail. Et donc, c'est cet entrepreneur qui va se constituer en investisseur. Il va aller à la banque et il va dire à la banque, voilà, moi j'ai le contrat des agents de la SNEL, il y a 1000 agents qui ont besoin d'avoir des résidences, voici mon contrat. La SNEL va lui dire, ok, la banque va lui dire, ok, selon le format de ton projet, j'ai besoin peut-être d'une caution de 20% du budget total du projet. On verra ici plus bas le budget du projet. Et donc, cet entrepreneur va investir de l'argent. Il va donner les 20% à la banque et il va les séquestrer à la banque pour que la banque puisse financer ce grand projet, mais sur base des nantissements, des garanties, sur base des nantissements, des salaires des agents qui ont souscrit. Et c'est là où le contrat tripartite va intervenir entre l'entrepreneur, la banque et l'employeur. Donc l'employeur va garantir à la banque que son salaire est domicilié chez vous. On va commencer à couper 20 à 30% de son salaire chaque mois pendant 5 ans, par exemple, pour qu'il puisse accéder à ce bien. Et voilà comment, ici, nous avons l'investisseur, ça veut dire l'entrepreneur,
ainsi que ses partenaires qui ont mis de l'argent, mais derrière, je vois aussi la banque, je le mets dans cette catégorie-là, tout comme on peut le mettre dans une catégorie à part. Ensuite, nous avons les entreprises des sous-traitants, parce que l'investisseur ou l'organisme, l'entrepreneur général, il n'est pas lui-même fabricant des briques, il n'est pas lui-même fabricant de barres de fer, il n'est pas lui-même producteur de sable. Donc lui, c'est un bureau, c'est un cabinet qui va coordonner l'ensemble des travaux nécessaires à l'émergence de cette cité, mais il va devoir contracter avec plusieurs sous-traitants. Certains sous-traitants vont lui ramener du personnel, d'autres vont lui ramener des matériaux et ainsi de suite. Et voilà pourquoi on a, d'un côté, on a dit les sous-traitants, et puis parce que dans le langage de la RDC, quand on parle des sous-traitants, on voit généralement les placements de personnes, des êtres humains. De l'autre côté, les fournisseurs de matériaux, et puis de l'autre côté, les services publics. Alors, là, ce sont les parties prenantes clés qui ont été identifiées dans le cadre de ce projet. Ensuite, on vous dit qu'il y a une brève description du projet. Voilà ce petit paragraphe. Ce projet vise à concevoir, à construire, à livrer un complexe immobilier comprenant 1000 résidences modernes. Le projet inclut également la construction des infrastructures communes telles que les espaces verts, une piscine, une salle de sport et des systèmes domotiques intégrés pour certaines unités, ça veut dire certaines maisons et points de gestion. Alors, c'est une description simple. On n'a pas besoin de faire compliqué pour démarrer l'expression d'un projet. Donc, vous décrivez de manière simple que ça soit compréhensible. Maintenant, les livrables principaux, on les a marqués ici. Il y aura un plan d'architecte et d'ingénierie. Donc, c'est le grand plan qui montre les maisons, les tracés, les plomberies qu'il faudra, ainsi de suite. Vous avez besoin d'autorisation et du permis de construire. On aura besoin, parmi les livrables qui sortiront, c'est les 1000 résidences construites. Parmi les livrables qui sortiront, ça sera les infrastructures communes achevées. Il y aura aussi les installations des systèmes techniques et domotiques. Il y aura un rapport final. Donc voilà les 6 grands livrables qu'on doit voir pendant le déroulement du projet jusqu'à sa fin. Ensuite, on vous dit le contexte et la justification du projet. Pourquoi ce projet a été lancé? Qu'est-ce qui a appelé à l'existence de ce projet? Quelle est l'opportunité qui a été vue et qui va être saisie par le déploiement de ce projet? Voilà la simple phrase qu'on a mise. Donc, avec la croissance urbaine et la demande accrue en logements modernes et accessibles à Kinshasa, ce complexe immobilier vise à répondre aux besoins résidentiels de la population locale tout en offrant des infrastructures modernes pour améliorer la qualité de vie. Si je reviens dans le cas particulier de la SNEL ou de la Régie des eaux, je peux aller plus loin dans la justification. Donc dans la justification, on va dire, voilà, par exemple, on a constaté que les cadres de la Régie des eaux vivent dans un environnement précaire, les agents de la Régie des eaux. À un moment donné, le directeur infrastructure a décidé de mener une enquête parce qu'il constatait que beaucoup de cadres, certains arrivaient en retard, d'autres encore, ils arrivaient à temps, mais on dirait qu'ils étaient fatigués. Une enquête interne a été menée. On s'est rendu compte que déjà, ils habitaient à des endroits disparates, reculés, sans peut-être avoir accès à des moyens de transport fiables. Et donc, on s'est dit, si on concentrait tout le monde au même endroit, on choisit une bonne cité et on va mettre une ligne avec des bus officiels de la compagnie
qui partira de là, ça va faciliter, ça va restreindre ces problèmes. Certains habitent à des endroits où les courants posent des sérieux problèmes. La régie des eaux ne peut pas venir résoudre tous les problèmes de courant de chaque agent de manière disparate, mais ils savent que s'ils les prennent tous dans une même cité, ils peuvent organiser de manière coordonnée l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, l'accès à la connexion Internet. Et donc, c'est pour améliorer la qualité de vie des agents. Et donc, cette information va apparaître ici dans la partie exposé du besoin, exposé des motifs, exposé du besoin, ou encore contexte et justification du projet. Alors, inscription temporelle, rappelez-vous, SMART, le T signifie inscrit dans le temps. La durée du projet, c'est 24 mois. On va démarrer en janvier 2025 et terminer en décembre 2026. Le macro-planning, c'est-à-dire les grands jalons. D'abord, une étude de faisabilité et conception, 3 mois. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de mars ici, ça doit être livré. Ensuite, les travaux de fondation et gros œuvres, 10 mois. Ensuite, les secondes œuvres et finitions, 8 mois. Après les aménagements et livraisons, 3 mois. C'est l'ensemble de tout ça qui donne 24 mois. Le point suivant, on a dit, c'est l'objectif global du projet ou l'impact attendu ou le résultat principal attendu. C'est fournir, l'objectif du projet, c'est fournir 1000 résidences modernes répondant aux normes de qualité et de durabilité d'ici la fin de l'année décembre 2026. Cela permettra de réduire les déficits en logement dans la région tout en créant un environnement attractif et fonctionnel. Donc ici, si on revient encore dans l'exemple de la SNEL ou de la Régie des eaux, ça sera plutôt de réduire les déficits en logement pour les agents SNEL et tout le reste. Alors, les critères de succès et de sortie du projet. Premièrement, respect du budget alloué, c'est-à-dire un budget de 50 millions de dollars. Si le projet, dans sa réalisation, consomme un budget inférieur ou égal à 50 millions de dollars, on va considérer que ce projet est un succès. Rappelez-vous, lors de la séance passée, nous avons pris le cas du projet de l'aéroport de Berlin, qui initialement avait prévu un budget de 3 millions de dollars, mais qui s'est retrouvé in fine avec un budget de plus de 11 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus très bien, disons d'euros. Donc, c'était un échec, parce que dans les critères de succès de ce projet-là, on avait prévu un budget de 3 millions de dollars, donc on a multiplié par 4 le budget du projet. Ensuite, la livraison de 1000 résidences dans les délais prévus, c'est-à-dire dans les délais de 24 mois. Si on livre en 24 mois les 1000 résidences, on va considérer que c'est un succès. Par contre, si on livre dans un délai supérieur à 24 mois, ça devient un problème. Toujours le cas de l'aéroport de Berlin, c'était catastrophique. Ils ont livré avec un retard de 8 à 9 ans sur le projet. Ensuite, conformité des infrastructures aux normes de sécurité et de durabilité. Voilà, il y a des normes qui sont établies, il y a des normes qui sont au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la réglementation du pays, et il y a des normes qui sont sectorielles auxquelles les entrepreneurs ont souscrit, et donc on va vérifier si ça a été respecté. Quatrièmement, satisfaction des parties prenantes mesurée à travers des enquêtes. Donc on a dit à la fin, on va poser la question aux parties prenantes, notamment aux usagers. Quand ils vont investir leur maison, ils vont répondre à des enquêtes. Est-ce que ça ressemble à ce à quoi vous attendiez? Parce que pendant la planification, il y a un processus qui s'appelle recueillir les exigences. C'est là-bas que vous allez
échanger avec les différentes parties prenantes, notamment les usagers, qui vont vous dire ce qu'ils espèrent. Des maisons peut-être qui sont aérées, qui sont bien décorées, qui sont simples et tout le reste. Donc, à la fin, on va leur poser la question. S'ils sont satisfaits, c'est-à-dire que cela rencontre les attentes, alors là, on va dire que le projet est un succès. Le type de gain attendu, création de logements pour au moins 5000 habitants. Donc, on est parti sur une moyenne de 5 personnes par foyer. Stimulation économique par la création de l'emploi locaux. Donc, tout au long du projet, le projet va documenter les emplois créés. Il va y avoir des emplois précaires qui vont être créés au tout début. Ensuite, il va y avoir des emplois à durée déterminée, mais pas précaires, qui vont être créés pendant les 2 ans. Et à la fin, il va y avoir des emplois permanents. Donc, les gens qui vont être engagés là-bas comme sécurité à l'entrée du site, le gestionnaire, parce que c'est vraiment une grande concession avec un centre de gestion. Et donc, il y aura une dizaine, une vingtaine de personnes qui vont travailler là-bas. Et donc, il y aura du travail permanent qui va être créé. Ensuite, amélioration de la qualité de vie grâce aux infrastructures modernes. Donc ça, ce sont les agents qui vont témoigner. Amélioration de la qualité de vie, stimulation de l'économie et tout ça. OK. Ensuite, le budget prévisionnel, c'est 50 millions. Donc, c'est ici que le chef de projet sait, parce que lui aussi, il va signer dans ces documents. Le chef de projet sait ici que son budget, c'est 50 millions. À ne pas dépasser. Et toute modification sur le budget, c'est-à-dire sur la référence de base des coûts du projet, va nécessiter une procédure stricte. Je vous avais envoyé lors de la dernière séance des modèles de fiches de demande de modification de budget. Et donc, c'est vraiment une procédure stricte, ça doit être justifié. Peut-être que c'est un changement de contexte ou encore le maître d'ouvrage lui-même a changé le périmètre du projet, ainsi de suite. Ensuite, ici, on a ajouté le niveau de priorité pour la société. C'est niveau de priorité élevé. Ça me rappelle décaissement en procédure d'urgence. Donc, ça veut dire qu'ici, la société va disponibiliser les ressources. C'est une priorité absolue, niveau 5. Ensuite, les risques et les hypothèses retenues, ainsi que les contraintes. Par exemple, les exigences et les contraintes retenues, c'est le respect strict des normes de construction et de sécurité en vigueur. Il ne faudrait pas construire des bâtiments qui vont se casser. La coordination étroite avec les autorités locales pour minimiser les retards liés au permis. Parce qu'on a fait l'hypothèse selon laquelle on va obtenir ce permis-là en 3 mois, ça c'est une hypothèse de faible niveau. Et donc, on doit faire toutes les diligences nécessaires pour qu'on puisse obtenir, c'est parce que si on ne l'a pas, on ne peut pas construire. Donc, ça peut être un facteur qui induit une dérive de l'échéancier du projet. 3, disponibilité des ressources financières et matérielles nécessaires. Donc, ici, il faut qu'il y ait les 50 millions pour qu'on puisse exécuter le projet. Ça peut être décaissé par phase. D'abord, peut-être 5 millions, 10 millions, 20 millions, mais là, le maître d'ouvrage, avec ses partenaires, notamment les bailleurs de fonds ou encore les investisseurs, doivent garantir l'existence du budget. Sinon, sans ces ressources-là, le projet va tomber à l'eau. Les hypothèses de haut niveau, donc là, on avait une hypothèse de faible niveau. Les hypothèses de haut niveau, les conditions météorologiques ne perturberont pas significativement les travaux. On va vous poser la question, sur base de quoi vous avez émis cette hypothèse? Vous direz que voilà, c'est sur base des éléments de la météorologie. Deuxième hypothèse, les parties prenantes collaboreront activement avec l'équipe projet.
Donc, ça aussi, c'est une hypothèse de haut niveau, parce que si ce n'est pas fait, l'équipe de projet peut aller dans tous les sens. Les risques identifiés. Retard dans l'approvisionnement en matériaux. On s'est rendu compte qu'une partie des matériaux doit venir de Dubaï ou de Chine parce que tout n'est pas fait ici à Kinshasa. Et donc, on anticipe un risque de retard. On sait que parfois, au niveau du port de Mwanda, il y a de Pointe-Noire, il y a congestion. Donc, en attendant d'avoir... Ah là là. Non, ici, on me demande nouvelle réunion. Ça veut dire qu'il faut relancer le lien. Ça veut dire que le délai de la réunion initiale est terminé. Toi, tu es toujours connecté? Tu viens de rentrer avec le même lien? Alors, je vais essayer de rentrer aussi avec le même lien. Mais moi, toutes ces histoires ici doivent être gérées en amont. On vous avait dit de vraiment tester. Quand je viens, je commence à animer le cours. On se retrouve encore, c'est la deuxième séance. La première séance, c'est des choses que je pouvais comprendre, dire voilà. Même là, déjà, je ne pouvais ne pas comprendre. Mais on est à la deuxième séance. La séance fait 30 minutes, pas fait 4. Apparemment, nous avons encore été déconnectés. Est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes toujours là. D'accord. Je partage à nouveau mon écran. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, moi je vois. Oui, ça va. Parfaitement. Parfait. Oui, nous parvenons à voir. Parfait. On continue alors. Et donc, on parlait des risques, hypothèses et contraintes. Et donc, on a parlé des retards d'approvisionnement liés au fait que certains matériaux vont venir de l'extérieur du Congo. Donc, on anticipe un retard possible. Deuxième risque, c'est le dépassement des coûts en raison de la fluctuation des prix des matériaux. Une bonne partie de ces matériaux, ce n'est pas produit localement. Et on a un marché capricieux et une dérégulation vraiment bizarre parce que l'autorité publique ne joue pas totalement son rôle pour garantir la stabilité des prix sur le marché. Le projet va durer 24 mois, ça veut dire 2 ans. Donc, comme vous le savez, sur le marché de Kinshasa, les prix sont libellés en francs congolais, mais en réalité, derrière, comme c'est importé, c'est approvisionné en dollars. Donc, celui qui avait fait son estimation du budget du projet en francs, à un moment donné, les prix vont changer sur le marché. Et la triste nouvelle, c'est que malheureusement, sur le marché congolais, quand les prix changent, parfois vous trouvez que le prix en dollars aussi a changé. Et le commerçant, voilà, il ne vous donne aucune explication claire. Le dollar était à 25 000, le dollar est passé à 10 dollars est passé à 27 000,
Mais le vendeur, lui, vous dit que son prix est passé à 30 000. Je dis, mon frère, pourquoi? Il me dit le dollar. Je dis, oui, votre prix, c'était 25 000. Ça représentait 10 dollars. Bon, maintenant, vous êtes passé le dollar est passé à 28 000. Donc, normalement, votre prix aussi devait passer à 28 000. Mais votre prix est passé à 30 000. Ben, je suis sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi est là, il est stable. On va essayer de partager la connexion. Hein? C'est revenu? Et je vais essayer de partager la connexion. Hein? Vous êtes sur Vodacom, sur RTL. Tu as suffisamment de mégas? Ben, partage alors. Parce que je sais que Vodacom ici, ce n'est pas très stable. Alors, je vais basculer sur un autre point de connexion. On va voir si ce n'est pas la stabilité de la connexion qui perturbe. D'accord. C'est 200 mégas. Hmm?